Bonjour à tous, je m'appelle Camille Breton et aujourd'hui je vais vous présenter la formation en lien avec la gestion des conflits. La clientèle ciblée pour cette formation, ce sont les gestionnaires de première ligne et les jeunes professionnels. À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de se familiariser avec les sources des conflits, connaître les conséquences positives et négatives associées aux conflits, apprendre quelques stratégies pour gérer les conflits et prendre connaissance des étapes de la communication non violente. Ce cours a été développé sur la base du Competing Values Framework et son objectif général est de renforcer le cadran jaune qui est composé des habiletés de mentorat et de facilitation. Les compétences reliées au mentorat, c'est se comprendre soi-même et les autres, communiquer efficacement et développer les autres. Les compétences reliées à la facilitation, c'est bâtir des équipes performantes, utiliser l'approche participative et gérer les conflits. Cependant, l'accent de cette section portera sur la gestion des conflits, étant donné que le leadership est bien souvent sujet à des conflits. En effet, les gestionnaires de première ligne et les jeunes professionnels font face à de nombreuses situations problématiques dans lesquelles il devient nécessaire de connaître les meilleures stratégies pour réagir efficacement et résoudre les conflits. Je vous présente maintenant les différentes sources des conflits. Donc, premièrement, les conflits peuvent être dus à des différences interpersonnelles ou culturelles, donc des divergences perçues ou réelles concernant les besoins, les valeurs et les intérêts des différentes personnes. Il peut également y avoir des rôles incompatibles, donc des préoccupations différentes dans une même organisation, des buts qui entrent en compétition ou qui sont incompatibles avec ceux de l'autre. Par exemple, dans un centre hospitalier, les gens qui travaillent au niveau des finances peuvent avoir des préoccupations davantage centrées sur l'efficacité, le rendement, tandis que les gens qui sont plus au niveau du terrain, qui sont avec les patients, peuvent avoir des préoccupations davantage centrées sur la relation thérapeutique et les soins donnés aux patients. Ensuite, il peut y avoir le stress induit par l'environnement, qui peut être créé notamment par un manque de ressources, de temps et d'argent. Donc, je vous présente maintenant The Conflict Resolution Toolbox, qui est un outil servant au diagnostic du conflit et qui énonce les 5 causes principales des conflits, qui sont les suivantes, donc relations, valeurs, facteurs externes, structure et les données. Je vous présente maintenant les différentes sources de conflits qui sont énumérées. Donc, premièrement, en lien avec les relations, donc qui peuvent être des expériences passées négatives ou encore une mauvaise communication entre deux personnes qui peut être à la source d'un conflit. En deuxième lieu, il y a les valeurs, donc un système de croyances, donc des valeurs qui sont différentes d'une personne à l'autre. Il peut également y avoir les facteurs externes, donc avoir une mauvaise journée tant sur les plans physiques que psychologiques. Les données peuvent être également la source des conflits, soit par un manque d'information ou par une désinformation. Et finalement, la structure, qui est liée soit à des contraintes géographiques ou encore à des problématiques liées à la structure organisationnelle qui peuvent être à la source des conflits. Je vais maintenant vous présenter les différentes conséquences des conflits qui peuvent être soit positives ou négatives. En effet, sur le plan individuel, les conflits peuvent favoriser le développement de nouvelles habiletés et de connaissances. Au plan interpersonnel, les conflits peuvent encourager la performance du groupe en développant les relations, en réévaluant les façons de faire et en étant plus créatifs. Donc, d'un point de vue positif, les conflits peuvent également stimuler l'innovation et la résolution de problèmes. En ce qui a trait aux conséquences négatives, bien évidemment, le conflit peut diminuer l'engagement envers le groupe, créer un climat de travail négatif, augmenter le taux d'absentéisme et le taux de roulement du personnel. Maintenant que nous avons vu les différentes causes possibles des conflits ainsi que les conséquences positives et négatives qui y sont associées, nous allons maintenant voir les différentes stratégies de gestion des conflits. Donc, pour choisir la bonne stratégie de gestion de conflit adaptée à la situation, il faut comprendre que les stratégies sont reliées à deux enjeux principaux. Premièrement, c'est l'importance de mettre de l'avant ses intérêts, donc l'importance du problème pour nous, et l'importance de la coopération, donc l'ouverture aux intérêts d'autrui et l'importance accordée à la relation. Donc, même si on a généralement tendance à résoudre les conflits à notre manière, il est important d'adapter la stratégie en fonction de chaque situation. Le but de la gestion des conflits, c'est vraiment de dépersonnaliser le sujet, de mettre l'importance sur le problème à résoudre et non sur les personnes impliquées. Je vais maintenant vous présenter différentes stratégies de gestion des conflits et quand les utiliser. Premièrement, il y a la contrainte, c'est lorsque l'enjeu du conflit vous importe, qu'il y a urgence d'agir, donc par exemple lorsque vous devez appliquer une mesure disciplinaire.
C'est une stratégie à utiliser avec parcimonie car elle peut nuire grandement à la relation. L'évitement, c'est lorsque l'enjeu du conflit est peu important, la relation vous importe peu. Cette stratégie peut être utilisée dans certains cas, lorsque par exemple, régler le conflit va créer plus de tort que le conflit lui-même. Cette stratégie peut contribuer à maintenir le conflit, ce qui peut mener à l'escalade et à l'aggravation de la situation. L'accommodation, c'est lorsque l'enjeu du conflit vous importe peu, par contre, la relation vous importe et vous avez un désir de la préserver au détriment du problème. Donc, c'est une stratégie qui peut être à utiliser si l'on veut, par exemple, créer une alliance avec quelqu'un. Dans le cas du compromis, c'est lorsque c'est un problème qui est complexe. Les deux parties ont des intérêts. Le problème est plus ou moins important, il n'y a pas urgence d'agir. Cette stratégie va viser une satisfaction partielle des deux parties, mais non complète. Donc, c'est un rapport finalement perdant-perdant à la fin. Finalement, la collaboration. C'est lorsque l'enjeu du conflit et la relation vous importent. Il y a une bonne volonté des deux parties. C'est une stratégie qui nécessite du temps, donc plusieurs rencontres entre les deux parties. Il faut vraiment être en mode résolution de problèmes, donc cette stratégie vise à répondre aux intérêts des deux parties pour finalement en arriver à un rapport gagnant-gagnant. Donc, si c'est possible, c'est la meilleure stratégie à utiliser puisqu'elle va notamment augmenter la qualité de la relation et satisfaire les besoins des deux parties. Je vous présente maintenant The Harvard Approach qui présente différentes solutions afin de résoudre les conflits. C'est séparé en 4 étapes. Donc, premièrement, c'est séparer les personnes du problème. Donc, séparer son ego du problème permet de régler le problème sans nuire à la relation. Donc, premièrement, tenter de comprendre le point de vue de l'autre partie en se mettant à leur place, comprendre que toutes les émotions, les réactions sont valides, même si on ne les comprend pas nécessairement ou qu'on n'est pas d'accord. Écouter activement l'autre partie, résumer leur point de vue pour confirmer votre compréhension et également utiliser le je. Donc, je me sens de telle façon, je pense telle chose. Deuxièmement, se concentrer sur les intérêts et non sur les positions. Donc, demander à l'autre partie quelles sont les raisons pour lesquelles ils tiennent tant à leur position. Exprimez clairement vos intérêts. Il est important de regarder ensemble dans la même direction, de garder en tête vos intérêts, mais de tout de même rester ouvert aux différentes propositions et aux différentes positions. En troisième lieu, inventer des options pour un gain mutuel, donc faire un brainstorm pour trouver toutes les solutions possibles aux problèmes avec l'autre partie. Se concentrer sur les intérêts communs et faire des propositions qui sont intéressantes aussi pour l'autre partie. Et finalement, utiliser des critères objectifs, donc des critères légitimes et pratiques sur lesquels s'appuyer pour résoudre le problème, tels que des résultats de recherche scientifique ou des considérations légales et des normes professionnelles. Pour la dernière étape de cette formation, je vous présente maintenant la communication non violente qui est divisée en 4 étapes et qui peut être fort utile lors de situations conflictuelles. Donc, voici maintenant un résumé des 4 composantes fondamentales de la communication non violente. Donc, premièrement, il faut qu'elle soit basée sur des observations, donc exprimer des faits liés à une source de conflit. Il faut également exprimer ses sentiments personnels suite à l'observation formulée, mais ne pas formuler de jugement. En troisième lieu, il est important de faire le lien entre ses sentiments et ses besoins et les exprimer, donc parler au je. Et finalement, de formuler une demande claire qui ne porte pas à interprétation. En guise de conclusion pour cette formation, il est important de prendre le temps d'adapter la stratégie de gestion de conflit utilisée en fonction de chaque situation rencontrée et de mettre l'importance sur le problème à résoudre et non sur les personnes impliquées. Je vous remercie de votre écoute.